1953, Gallimard publie le premier roman d'Hélène Bessette, Lily pleure. Mais quelques mois plus tôt, des extraits de Lily pleure sont publiés dans la revue Les Temps modernes, dirigée alors par Jean-Paul Sartre. Ces extraits, choisis et agencés par Hélène Bessette, sont sa première publication en France. Ce sont ces extraits que nous allons maintenant vous dire. Lily pleure. Clôt le volet, ma fille, et le soleil de biais sur le divan fané de notre intimité. Clôt le volet, chérie, la chaleur est si lourde, et moi, ta vieille maman, je laisserai ma jupe. Que dis-tu de mon jupon, Lily? Voyons, Lily, que se passe-t-il? Elle se retourne brusquement sur le divan penché dans le soleil brisé, allumé à l'interstice du volet. Viens près de moi. N'as-tu pas toujours tout dit à ta maman? N'ai-je pas été une bonne maman pour toi, ma Lily? Tu sais bien que nous sommes habitués à tout nous dire, toi et moi. Tu sais bien que je te dis tout de moi. Toi et moi, nous sommes plus que mère et fille. Tu le sais. Dis-moi tout de toi, Lily. Pas de secret entre nous. Pas de secret, dit la mère Charlotte. Elle s'allonge en jupon sur le divan oblique et doré de poussière. Pourquoi pleures-tu? C'est la sieste et dans les chambres closes, dans l'angle des rayons du ciel, reposent les pensionnaires de ma pension. Tu peux parler, personne n'entendra. Si tu as des secrets, tu peux les dire. Qui nous écouterait? Ils sont allongés en travers sur les lits dans un rayon qui les croise, leurs vieux alpagas noirs et leurs coutilles rayés sur mes belles couvertures, tous mes volets clos, le jardin tout autour pour enfermer notre sommeil et les rayons dardés dans les fentes de mes volets tirés sur la fraîcheur de mes chambres cirées. Je sais, Lily, pourquoi tu pleures, je sais. Tu n'as pas besoin de parler. Peu me chaud, grand bien te fasse, si cela te plaît. Tais-toi donc, ne parle pas, je t'en prie. Ce n'est plus la peine, car j'ai compris, j'ai deviné. Les mères devinent, ne le savais-tu pas? Et moi, je suis une mère, comme une autre. Les enfants n'ont pas besoin de parler à leur mère. Les mères sont très intelligentes quand il s'agit de leur enfant. L'esprit lent des mères comprend vite et tellement bien. Je comprends tellement bien. J'ai l'intelligence de ta vie, plus que je ne puis le dire. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je vois dans le cœur de ma fille. Je lis comme dans un livre ouvert ton cœur, ma fille. Je fais de la radiographie maternelle et ton cœur nu bat pour moi sous tes côtes. Ne baisse pas les yeux, ne retiens pas ce sanglot, ne te détourne pas pour soupirer, car tout est clair pour moi. Et même si tu te détournes, je te vois de face, parce que je suis ta mère Charlotte. Naturellement, il s'agit de ce garçon. C'est une histoire de garçon comme de juste, comme il fallait s'y attendre. Non, je ne lèverai pas la voix, je n'éveillerai pas les pensionnaires de ma pension par des éclats. Nous réglerons en silence nos histoires de famille. Mais écoute-moi bien, Lily. Et la mère Charlotte soulève un peu sa tête sur ses bras relevés qui lui servent d'oreiller. Lily, écoute-moi bien. Je ne veux pas entendre parler de ce garçon. N'es-tu pas heureuse avec moi ? Tu as bien le temps de te marier, tu es trop jeune. Que te faut-il de plus? N'as-tu pas un jardin, une maison, des volets clos, où la seule poussière est celle du soleil allumé et des pensionnaires dans ma pension? Que deviendrais-je sans toi, Lily? Ah, dit Lily, ma petite maman, je le sais bien. M'abandonnerais-tu, Lily, moi, ta mère, qui est tant fait pour toi? Lily, nous ne nous sommes jamais séparés, toi et moi. M'abandonneras-tu, Lily? Je me souviens de ton enfance, tes rubans et tes robes du dimanche. Je nouais toujours tes cheveux avec un grand taffetas blanc. Je t'avais acheté un manteau de peluche. Tu étais belle, Lily, avec ce manteau. Tu avais l'air d'une petite fille riche. Les distributions des prix, tu étais toujours plus jolie et mieux que les autres enfants. Ton baptême et ta première communion, j'ai tout fait très bien. Ne t'ai-je pas fait une belle fête pour ta communion, Lily? T'en souviens-tu? Il faisait beau et ton certificat d'études. Je m'arrêterai de parler, dit la mère Charlotte, car je revois dans mon souvenir le jour de ta communion et celui de ton certificat. Il faisait beau,
et j'étais heureuse. Te souviens-tu, Lily, des cadeaux que je te faisais à Noël? Et toi, chérie, tu me brodais des napperons. Oh, maman, soupire Lily. Sur le divan fané, la mère abandonnée, et Lily dans la bergère, près de la cheminée. Ma fille, dit la mère Charlotte, approche-toi. Lily s'agenouille près du lit, la tête pesante sur le tissu fleuri, le tissu passé, le tissu froissé. Elles s'embrassent. Entends-les. Ils bougent. Une porte a claqué. Naturellement, ils font claquer mes portes. Ça leur est bien égal d'abîmer mes portes. Ta sieste est finie, les volets remplacés, le soleil abondant dans les chambres embrasées. Des bruits de voix. On vient. Que me veulent-ils? Ô jardin, mes œillets réveillés, mes portes ouvertes, et la lumière que réverbèrent les murs, les courants d'air. Les appels. Levons-nous, Lily, la sieste est terminée, descendons. L'escalier frais, le hall carrelé, la porte de fer forgé, la lanterne vénitienne, et dehors la chaleur étalée sur l'allée du jardin, l'oasis de la charmille dans le feu de l'été. Maman, dit Lily, peux-tu me donner l'argent dont tu m'as parlé? Tu n'y penses pas, Lily. J'attends le tapissier. Plus tard. Que fais-tu tantôt? Je crois bien, dit Lily, que je vais cosser des petits pois. Quant à moi, dit la mère, je vais chez Léa. Elle prend son chapeau de grosse paille garni de rubans à la patère de bois sculpté. À ce soir, Lily. Elle part dans la Provence ensoleillée. Lily la suit du regard, les yeux mouillés. La porte est fermée au verrou. Les stores sont tirés. Le jeune homme est assis sur la chaise entre l'armoire et la cheminée. Lily à genoux près de lui. Ils pleurent ensemble. C'est vraiment un beau jeune homme. S'il riait au lieu de pleurer, ce serait un très beau jeune homme. Il dit « Tu ne m'aimes pas ». Comment oses-tu parler ainsi, dit Lily. Ne t'ai-je pas donné les preuves de mon amour tant de fois? Puis elle s'interrompt parce qu'elle s'aperçoit qu'elle récite « Princesse et prostituée ». C'est un très beau jeune homme. Tu sais bien, dit-il, que ma fortune est à tes pieds, et mon amour, et ma jeunesse, et ma vie. Oh, dit Lily, je sais, mon chou chéri, que tu m'as tout donné, et je suis si malheureuse. Puisque tu m'aimes, essaie de comprendre ce que je t'ai expliqué. Comment pourrais-je l'abandonner? Je ne pourrai jamais laisser ma mère, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Aujourd'hui encore, dans l'or du beau temps, nous nous souvenions ensemble du jour de ma communion et du jour de mon certificat, les cadeaux qu'elle me faisait à Noël, ma grande poupée, ma corbeille à ouvrage, et tout cela est si vrai, dit Lily. Vrai. Ce n'est pas vrai, crie le jeune homme. Ce qui est vrai, crie le jeune homme, c'est que tu es ma femme, que je t'aime, que tu m'aimes, que tu es belle, que tu es jeune, que tes yeux, ta taille, tes cheveux, ton foulard multicolore sont à moi. Et il se penche sur elle, sauvagement. Ah, dit Marthe au comptoir de son hôtel et haussant les épaules, si j'avais été aimée comme elle l'est, je n'aurais pas fait d'histoire. Non, je n'aurais pas fait d'histoire. Ils se penchent sauvagement. Tous deux s'étreignent, s'unissent, se cherchent, se trouvent, s'attachent, se perdent, se retrouvent. J'ai bien fait, dit Marthe, de baisser les stores. Naturellement, dit Lily. Tu ne vas pas briser ma vie ainsi, pleure le jeune homme. Nous avons tous une mère, et nous ne brisons pas notre vie pour cela. Pour moi, dit Lily, c'est différent. On frappe. Il est l'heure. Bien passé, souffle Marthe, par le trou de la serrure. C'est l'heure des aubergines et des tomates et je dois les porter à ma mère. J'ai mis quelques raisins mûrs, dit Marthe, et 2 ou 3 feuilles vertes par-dessus le marché pour la décoration, dans le panier d'osier jauni par le temps.
Nous allons nous quitter maintenant. » Le jeune homme soupire et se tourne. Les femmes désapprouvent. Le jeune homme s'éloigne. Les femmes s'activent près des tables, tournant le dos pour ne pas voir l'amour qui éclate et qui se dit adieu. Il est parti. Lily demeure appuyée contre la porte vitrée, essayant de distinguer dans la nuit la silhouette qui s'efface. Comme au cinéma. C'est ainsi, dit Lily. Je suis partie et je suis revenue. Je suis allée, j'ai fait demi-tour. J'ai tenté, j'ai échoué. J'ai essayé mes peines perdues et me voici de retour. Bonjour, avec mon sac à fermeture éclair. Bonjour, maman. Voici ma fille revenue, dit la mère Charlotte, ma fille perdue, ma fille retrouvée, ma fille qui s'enfuit avec son sac à fermeture éclair. Voici ma fille menteuse, ma fille qui me trompe, qui sans sourciller me conte des sornettes et des mensonges plus gros qu'elle. Elle m'a laissée, dit la mère Charlotte, elle m'avait laissée, elle était partie. Et qu'ai-je fait au nom du ciel pour être abandonnée de ma fille? Me fallait-il cette punition? Si mes bras pouvaient s'allonger jusqu'à toucher l'azur pour ébranler ces nuées, car je l'aimais tant, ma fille, elle m'a déçue. J'ai une déception d'amour. Et de quel amour? Je l'aime encore, naturellement. Je l'aime tout autant. Et ce nouveau parfum de la déception pour augmenter le poids de cet amour. Elle était tout pour moi. Je ne vivais que par elle. Je ne voyais qu'elle. Ne croyez pas que je regarde les pensionnaires de ma pension. C'est à peine si je les vois. Je mélangerai bien leurs vieux visages. Je me tromperai de bouche et d'oreille ou de menton. Et je mettrai bien 3 oreilles là où il n'en faut qu'une. Mais le visage de ma fille... Je vis avec ce visage en face de moi, dans la vie. Je connais si bien le visage de mon amour de fille. Je l'ai vu grandir, se former, s'élargir. J'ai guetté un à un les plis de ce visage, les 1000 visages de ma fille. Mais toujours les mêmes lèvres gonflées, les mêmes yeux dorés, le même nez droit et cette verrue à peine visible près de l'oreille, ton menton creux, avec lequel je jouais quand tu étais bébé. Habitué à toi, comme un paysage familier, connu depuis toujours, sans secret, sans mystère. Le nombre de jours importe peu, à vrai dire. L'important est la minute précise du départ, cette minute où le départ lui a paru possible, moi qui avais refusé de me remarier pour elle. Il est vrai que je n'avais pas besoin d'un autre amour, celui-là régnait sur ma vie. Oui, je pardonnerai, naturellement je pardonnerai, oui, j'oublierai, naturellement j'oublierai. J'oublierai ma colère, mes larmes, mes plaintes, mes amertumes, mes lamentations, mes espoirs, mon désespoir et le travail que j'ai dû faire seule. Elle m'a laissé avec tout le travail. Quand ta tante a téléphoné que tu n'étais pas chez elle, j'oublierai que, dans un moment, ma fille ne m'a pas aimée et qu'elle m'a quittée. Rupture, pardon, nous recommencerons tout, comme si de rien n'était. Et entre nous, nos petites phrases habituelles, nos petites phrases d'amour. La mayonnaise est prise, maman. Merci, Lily. Habille-toi, ne reste pas si tard en robe de chambre. Je vais au marché. Prends-tu le sac vert aujourd'hui? Le plombier doit venir tantôt. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Oui, ma fille, nous aurons une explication. Viens dans ma chambre et plus vite que ça, s'il te plaît. Fermons la porte à clé, que personne ne nous dérange. Le moment est malvenu pour qui voudrait nous déranger. On sonne, ne réponds pas, je t'en prie. Laissons sonner, qu'il sonne, peu nous importe. Ce qui importe, ma fille, mauvaise fille, fille de rien, coureuse, gourgandine, fille des rues, mal tournée, folle pour un garçon, fille sans intelligence, et ta mère Charlotte, un garçon qu'on n'a jamais vu, de qui on ne sait rien, pas même son nom. Je sais son nom, dit Lily. Moi, je ne le savais pas. Laisse la sonnette aller, ne réponds pas, cela couvrira nos voix. Nous dirons que nous n'avons rien entendu. Laisse donc. Pas d'importance. Ce qui importe, c'est ce qui va se passer dans cette chambre entre nous. Ton visage, retrouvé, reconnu, revenu, en face du mien. Et une mère peut bien gifler le visage de sa fille qui a 20 ans et qui vient de faire une fugue. Ce visage qui m'appartient et que je connais tant, je peux le toucher de ma main. Je peux le gifler. Il est à moi. Ainsi, je sais avec la peau de mes mains que l'ayant cru perdu à jamais pour toujours sans revoir, il m'est réapparu. Le bonheur de donner une gifle, ma fille déserteuse, tu me l'apprendras aujourd'hui.
Et qu'est-ce que je vais dire aux pensionnaires de ma pension au sujet de ma fille qui fait des fugues? Tu pleures parce que je t'ai donné une gifle. Les enfants pleurent toujours pour une gifle. Pleure donc. Je ne m'arrêterai pas à tes larmes. Je vais enfin répondre à cette sonnerie qui m'agace et dis-moi que tu ne recommenceras plus. Non, tu ne recommenceras plus. Tu me le promets. C'est bien fini. Tu dis que tu ne mangeras pas ce soir, que tu ne descends pas ce soir. Je vais donc dresser la table seule encore. Ce ne sont pas les parents qui sont fatigués maintenant, ce sont les enfants. Comme tu voudras. Et cette sonnerie que je vais faire taire. Je ne suis pas partie avec celui que j'aimais. Je suis partie avec celui que je n'aime pas. J'étais malheureuse. Et je suis encore malheureuse. Elle pleure. Parce que c'est ainsi. Je n'ai pas de chance. Tout va de travers. Je ne sais pas comment font ceux qui sont heureux. J'ai voulu faire quelque chose. J'en avais assez. Assez. Et je suis partie. J'ai changé de maître. Je ne dirai pas que j'étais malheureuse. Il doit croire que je l'ai suivi par amour. Je ne dirai pas à ma mère que j'étais malheureuse avec elle. Elle ne comprendrait pas, elle serait peinée. Je ne dirai pas que je suis encore malheureuse. Je ne le dirai pas à lui, je ne l'avouerai pas à elle. Malheureuse. N'étais-tu pas heureuse avec moi, crie la mère Charlotte. Est-ce que tu n'avais pas tout? Elle avait tout. Et c'est pourquoi, tandis que Élise et Marthe devisent, appuyées à la porte de l'hôtel, elle voit de loin la mère Charlotte revenant de la gendarmerie. Elle va d'un côté à l'autre de la rue. On dirait qu'elle a bu. Elle roule en quête de la silhouette perdue. Et pourquoi n'aurais-je pas bu? Elle parle à haute voix, dans la rue au visage fermé par la chaleur de l'été. J'avais soif, tout le monde a soif par cette chaleur, et j'ai bien le droit de boire quand j'ai soif, tout le monde le fait. Pour une fois, je ferai comme les autres. On dirait bien qu'elle a bu, dit Marthe. Allons, rentrons, je ne veux pas lui parler. Et c'est pourquoi cette mère Charlotte poursuit sa route désolée, à la recherche d'une silhouette évaporée. Heureusement, les pensionnaires de ma pension sont bons, ils comprennent ma situation. Des amis. Heureusement, ça ne peut pas aller mal de partout. Ce vêtement de vie n'a pas que des trous. J'ai voulu faire ma vie, crie Lily. J'ai bien le droit de faire ma vie. Tout le monde fait sa vie. Pour une fois, je ferai comme tout le monde. Est-ce que tu n'as pas fait ta vie? Qui n'a pas fait sa vie? Je ferai tout de même ma vie. Elle peut bien faire sa vie, qu'elle fasse sa vie. Et faire ma vie, c'est partir avec un homme. Ma vie est faite, elle a fait sa vie. Et comment vit-elle maintenant? Crie la mère Charlotte. L'avez-vous vue? Donnez-moi des nouvelles. Si vous la voyez, parlez-lui de moi et parlez-moi d'elle. Cette vie te plaît, dit la mère. Tu es heureuse? Oui, dit Lily. Je vais au cinéma tous les dimanches et nous prenons l'apéritif avec des amis. Je ne lui dirai pas que l'après-midi, il joue à la belote et délaisse la maison. Je suis heureuse, dit Lily. Je ne lui dirai pas que dans la solitude de la maison, je bats les cartes, anxieuse de connaître l'avenir et souhaitant un changement dans ma vie, et le rêvant et l'espérant. Je ne sais quel changement, n'importe quel changement, pourvu que ce soit un changement. Je suis heureuse, dit Lily, sur le bord de la grande route bordée de platanes. On sera heureux plus tard. L'auberge est à un bon endroit. Et maintenant, nous nous verrons, maman. Si vous allez au cinéma souvent, dit la mère Charlotte, ce n'est pas une manière de travailler et votre affaire n'ira pas loin. Je ne vais pas au cinéma. Et si tu te souviens, Lily, nous n'allions jamais au cinéma quand tu n'étais pas encore partie. C'est pourquoi mes affaires sont en bonne voie. Et prendre l'apéritif, ça n'a jamais enrichi personne. Mais si c'est ainsi que tu veux vivre, que tu es heureuse, et si c'est pour cela que tu m'as quittée, fille infidèle, si tu as épousé le cinéma, les apéritifs, les sorties, n'en parlons plus. Et tu sais bien, Lily, que je t'ai pardonné, parce qu'une mère pardonne toujours à sa fille. Je te pardonne. Car cette Lily est tout de même venue.
Elle n'est pas venue par le beau dimanche préparé et l'église proche pour nous chanter la messe. Elle n'est pas venue dans le décor de cérémonie et dans l'odeur de fête. Ma fille aux œufs mimosa, pourquoi n'es-tu pas venue ce jour-là? Elle est arrivée en semaine, un jour ordinaire, un mardi peut-être, vers 3 heures, peut-être 3h moins 10. Personne ne l'a entendue entrer. Le portique n'avait fait aucun bruit, ni les graviers de l'allée que foulaient hâtivement les souples sandales. Comme un pauvre, la salle était vide, la maison muette, les fleurs et les parures emportées et fanées. À son balcon de volubilis, la mère Charlotte s'est appuyée. « C'est toi, Lily, dit-elle. Monte, je descends. » Le rouge au front, les yeux sombres, toutes deux, elles se sont rencontrées à mi-chemin sur le large escalier pour un timide baiser. « Pourquoi n'es-tu pas venue dimanche ?» dit la mère. « J'avais tout préparé. » Elle ne sait pas, cette mère Charlotte, que le bonheur ne vient pas comme on voudrait. Et cette fois encore, c'est le bonheur décalé, le bonheur sans décor, le bonheur tout seul. Le bonheur tout de même. Le bonheur de nous revoir, dit Lily. Est-ce que ça ne compte pas? Je ne sais pas pourquoi, dit la mère Charlotte, j'ai besoin d'un décor au bonheur, d'une mise en scène réglée par moi-même, comme si je ne pouvais pas accepter le bonheur tel quel. Il faut toujours que je m'en mêle. En somme, je pensais plus aux œufs mimosa qu'à ma fille. Qu'est-ce que ce manteau que tu portes? Il te va mal. Est-ce lui qui l'a choisi? Et tu lui plais dans ce manteau? Il n'a pas beaucoup de goût. Ton chapeau ne te va pas. Et tes chaussures sont bon marché. Où les as-tu achetées? À prix unique? Nous ne sommes pas très riches, dit Lily. Nous sommes jeunes. Nous ne faisons que commencer. Tu ne trouves pas que j'ai vieilli, dit la mère Charlotte. J'ai bien vieilli. Maintenant, dit Lily, nous allons être heureux. Tu vas rajeunir. La mère Charlotte rit un peu. Puis, je m'en vais. Mon mari est au garage. Il n'y a personne au café. Il t'a empêché de venir dimanche. Que vas-tu penser là? Dit Lily. Je te l'ai déjà dit, les anciens patrons que nous attendions samedi soir sont arrivés dimanche matin. Ah, dit la mère Charlotte, il en serait bien capable, puisqu'il m'a enlevé ma fille. Il me comprend, dit Lily, il sait ce qu'est une mère, il n'est pas du tout opposé à ce que nous nous voyons. Au contraire, c'est pour me faire plaisir qu'il est venu habiter ici, ma petite maman. Oh, dit la mère Charlotte, secouant les épaules, à quoi bon les mots? Tu m'as quittée. Tu es heureuse sans moi, tu n'as plus besoin de moi. Elle n'a plus besoin de moi, j'ai un remplaçant. Puisque les filles divorcent avec leur mère maintenant, j'ai repoussé le mariage à cause de toi quand tu étais jeune, Lily. L'amour que j'avais pour toi ne laissait pas de place pour un autre amour. Et je n'avais pas la nostalgie d'un autre amour. C'était toi, la remplaçante. Parlez plus distinctement, dit la mère Charlotte, je ne comprends rien à ce que vous dites. Il ne sait pas parler français, il n'est même pas français. Reprends du poulet. Puisque tu es enfin venue jusque chez moi, serre-toi bien, maman, tu es chez ta fille. Je suis chez ma fille, mais je n'ai pas faim, crie la mère Charlotte. Si tu crois que j'ai faim, tu te trompes. Est-ce que tu n'as pas vu comment mange ton mari? Regarde-le un peu, je t'en prie, Lily, l'amour t'aveugle. Où a-t-il été élevé pour se conduire ainsi à table? Il prend les os à pleines mains. À quoi servent les fourchettes? dit la mère Charlotte dans un silence de la table, orchestré par le tintement des couverts, le vin que l'on verse, les bouches en mouvement. L'homme arrête de mastiquer. Il n'a pas compris sur le moment. Il jette un coup d'œil à Lily. Ce poulet, dit Lily, pour arranger les choses, est très difficile à découper. L'homme a compris maintenant. La mère Charlotte mange sa viande à petits gestes. À la pension, dit-elle, on a de bonnes manières, et je t'ai toujours appris les bonnes manières, Lily. N'oubliez pas que vous avez épousé une jeune fille de famille. L'homme ne mange plus. Il se tait. Mange, crie Lily. Si tu crois que j'ai faim, dit le mari de Lily, tu te trompes. Il repousse son assiette, mais il ne parle pas à la mère Charlotte.
On ne parle pas beaucoup dans votre pays, dit la mère Charlotte. L'homme se tait toujours. Il ne parlera pas. La mère Charlotte est la mère de Lily. Lily est sa femme. Il aime Lily, donc il respecte la mère Charlotte. Il sait ce que c'est, une mère. Et devant son assiette repoussée, il se souvient de sa mère, vision lointaine dans l'espace et le temps, sa mère que ces deux femmes ne connaissent pas, de bons yeux fripés par l'amour et les années. Il retient un soupir. Il fallait la quitter. Les enfants font leur vie, les mères restent sur le seuil des maisons pour les regarder partir. C'est la destinée. Néanmoins, les enfants n'oublient pas les mères, et les mères n'oublient pas les enfants. Quand il a fini de penser à sa mère, il porte son regard sur la mère Charlotte. Il a envie d'être bon pour la mère Charlotte. Et, comme dans un geste maladroit, elle laisse glisser sa fourchette, il se hâte de la relever. « Ce n'est pas la peine d'être aimable, crie la mère Charlotte. Je n'ai nul besoin de vos amabilités. Il a pris ma fille et maintenant il veut faire l'aimable. De la galanterie, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de ces galanteries, crie la mère Charlotte. Dans son pays, dit Marthe, il paraît que les hommes sont excessivement courtois. Naturellement, vous, Marthe, vous le défendez. Il vous plaît. On vous connaît. Vous êtes l'avocat de tous les hommes. Ne prenez pas un air offensé, vous pourriez être ma fille. Je peux vous parler librement. Ne venez pas mettre le nez dans le ménage de Lily. Ta mère n'est plus à prendre avec des pincettes, crie Marthe, et elle rejoint Lily à la cuisine. Elle devient de plus en plus inabordable. Tu penses, dit Lily, et elle essuie une larme du revers de sa main tandis qu'une autre larme glisse sur les assiettes. Elle lave quelques assiettes à dessert et des verres. Il en manque pour terminer le repas. Élise, son mari, le bébé et Marthe sont venus pour le dernier dessert, la liqueur, le café. Tu penses, dit Lily. Et elle a les mains occupées à essuyer les assiettes avec un torchon tout frais sorti de l'armoire. Tu penses. Elle ne peut cacher son visage grimaçant. Elle ne peut sécher ses pleurs. Elle offre son visage tordu et son chagrin à Marthe qui la regarde consternée. Tu penses. Et elle hausse les épaules, tournant son torchon sur la porcelaine brillante. Je m'étais tant réjouie de ce repas. Je croyais. J'étais si heureuse. Je pensais. Enfin, elle se fait une raison. J'avais tout préparé pour qu'elle soit contente. Je ne sais pas comment faire, elle crie à voix basse. Je ne sais pas comment nous pourrons faire. Les bras ballants, le torchon dans une main, il n'y a rien à faire. Allons, dit Marthe, ne te rends pas malade. Et elle prend le torchon pour terminer le travail. Tandis que Lily se détourne car le mari d'Élise entre à la cuisine pour rincer un petit lapin de caoutchouc que le bébé a lancé par terre. Je suis tout de même venue, dit la mère Charlotte à Élise, qui se trouve assise près d'elle. On pardonne toujours à sa fille. On finit par s'habituer. Toutes les mères passent par là, dit la mère Charlotte. Bien sûr, chantonne Élise, et elle s'allonge vers la table pour replacer son verre à liqueur où miroite un reste de cassis. Et nous sommes si heureux pour Lily, très heureux. On s'aime dans les familles, les désaccords finissent toujours par s'arranger. Mais oui, rit doucement la mère Charlotte. Elle tend son verre au mari de Lily. Encore un peu de cette délicieuse liqueur de cassis, mon gendre, dit-elle. Marthe et Lily reviennent ensemble, apportant le café et les tasses. Venez avec nous, dit la mère Charlotte enjouée. Que faites-vous par là? Sont-elles bavardes, des faiseuses de romans? Versez donc un peu de liqueur, mon gendre. Viens, Lily, près de moi. Tu boiras ta liqueur près de moi. Elle approche une chaise, et tandis que Lily goûte le cassis, la mère Charlotte l'enserre de son bras. Sourire. Enjouement. Détente. Le berger passe à ce moment sur la route. On le voit passer lentement devant les fenêtres ouvertes fleuries de géraniums et de cactus. Lily se détache brusquement de l'étreinte de sa mère et, penchée au-dessus des fleurs, elle le hèle du geste et de la voix. Le berger se détourne de la route pour entrer dans la maison. On lui avance un siège, il boira la liqueur avec nous.
Il ne vous manque plus qu'un enfant, dit quelqu'un. Comme celui-ci, ajoutait Lise. S'il y avait un petit enfant, dit la mère Charlotte d'une voix grave. Vous serez folle de lui, crie Maurice, le mari d'Élise. C'est certain, répond souriante la mère Charlotte, et le visage empourpré par les liqueurs et la faim du repas. Naturellement, je serai une grand-mère folle. Je serai la grand-mère folle de son petit enfant. Tout ce qu'elle fait pour son petit enfant, elle en est folle. Voilà ce qu'on dira de moi. On n'a jamais vu pareille grand-mère. Elle est folle du petit. Je voudrais une petite fille, dit Lily. Je l'appellerai Claude. Son mari la regarde en souriant et bienveillant. Il sait que Lily ne peut plus avoir d'enfant depuis sa maladie. Lily aussi le sait. Néanmoins, elle répète tendrement « Une petite fille, Claude, une petite rousse. » « J'aime beaucoup Claude, dit Marthe. C'est un joli nom. » On lance des noms de filles comme des bouquets de fleurs au-dessus des verres miroitants des carafes à liqueur. Marinette, Ghislaine, Nadine, Verveine, Coriane. Juliette. On se récrie, on s'amuse. Et Lily, excitée, s'empare du bébé d'Élise qu'elle embrasse avec effusion et qu'elle amuse comme s'il était sien. Je sais bien que je n'aurai pas d'enfant, mais laissez-moi m'amuser. Je les aime tous les deux, crie Lily à Marthe, qui paraît ne pas entendre. On pourrait être si heureux ensemble. Je voudrais tant que nous nous accordions, que nous soyons tranquilles. Moi, dit Lily, je suis pour la paix. On ne peut même pas avoir la paix dans la famille, répond Marthe. Quand ce n'est pas une chose, c'est une autre, et ne crois pas que tu es la seule. Je les aime tous les deux, crie Lily. Naturellement, je les aime tous les deux. Je me suis attachée à mon mari. Ta mère, crie Marthe. Maman m'aime, dit Lily, c'est parce qu'elle m'aime. Je ne peux pas lui en vouloir, je la comprends. Et tu vas vivre toute ta vie ne sachant quel parti prendre entre ta mère et ton mari. Nous en reparlerons un jour. Lily, de mauvaise humeur, crie « Avec toi, il n'y a pas moyen de parler » et elle ajoute un peu méchante « Tout cela parce qu'Henri t'a abandonné !» Marthe ne répond pas, elle tourne le dos, elle est blessée. Elle sort dans la cour par la porte de derrière sans regarder Lily. Lily reste seule, puis elle sort à son tour sur la place. Derrière elle, la salle de l'hôtel, vide, laide, commune, triste, poussiéreuse, pauvre, morte. Comme les petites fâcheries de femmes. Fâcheries. Dans ma nouvelle maison, elle aurait ce qu'elle n'aura jamais avec ce garçon. Et les repas de famille s'achèvent sur un clou, sur une épingle, sur un mot. Tout le repas a basculé d'un coup. La nappe à la diable et les plats renversés. On ne s'y attendait pas. On croyait que c'était un repas baptême, communion, noces, crémaillère, pardon, retour, recommencement. On avait cru dans cette mangeaille. C'est par les formules culinaires que nous exprimons nos affections familiales, nos liens légitimes. Tout avait si bien marché. Le soleil n'avait plus envie de se coucher et dorait la route en ruban qui promène les familles calmes d'après-dîner. Mais il y avait un clou tout neuf, enfoncé dans un mur tout neuf. « Je serai vous, dit le mari de Lily, je n'aurais pas planté ce clou ici, mais plus loin. » Le cœur de la mère Charlotte a éclaté, renversant les vases de fleurs et retournant la nappe chargée. Je le savais, je le pensais, j'en étais sûre, je l'avais deviné, je l'avais dit. Il se croit chez lui, il se figure qu'il est chez lui. C'est pour la dot qu'il a épousé la fille. Il ne faut pas être bachelier pour le comprendre. Ma belle villa blanche et provençale qui éclate au soleil, il la croyait sienne. Naturellement, pourquoi pas, ne vous gênez pas, qu'il abandonne ses rêves de gendre en mal de villa provençale et blanche sur la hauteur. C'est une erreur, ma villa de cristal clair dans le soleil haut, qu'il abandonne, car la mère Charlotte ne se laissera pas voler, pas duper, pas grappiner, pas soutirer, pas retirer, pas diminuer, pas écorcher. Il est mal tombé. Vous n'aurez rien, hurle la mère Charlotte. Rien n'est pour vous, pas même ce clou. Vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez rien à dire. C'est moi qui donne les ordres. Vous êtes chez moi. Et comprenez bien que ma villa fenestrelle, ménestrelle, ritournelle, pimprenelle, lumière et ciel, soleil, dentelle, ombre et crécelle, cigale, olive, raisin et grive, soleil, 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 Tarasque et Pape, Castel, Mireille, Mistral n'est pas à vous.
pas même ce clou. Il faisait déjà des projets, des arrangements, il imaginait, il dirigeait. Et moi, qui suis-je? Pour qui me prend-on? Je suis la vieille. La vieille, c'est ce que vous pensez, avouez-le. On se débarrassera de la vieille mère Charlotte. Vous ne me roulerez pas, hurle la mère Charlotte. Je ne suis pas une vieille qu'on roule. Vous vous trompez lourdement. On n'est pas très intelligent dans votre pays. Je suis d'une bonne race. Je suis d'une bonne génération. Les jeunes ne nous rouleront pas. Notre vieille génération tient le coup. Il y a plus d'intelligence dans mes rides que dans vos bonnes mines, monsieur mon gendre. Quant à ma pâle, quant à ma claire, si belle et si claire et si pâle maison, vaste et blanche et provençale, dans le soleil, et les pins rosés, les châtaigniers, les échalas, les pierrailles, tout le monde est de la fête, les rabougris, les desséchés, les tordus, les châteaux fendus par le temps, les volets clos, les toits plats, les vipères, les cyprès, Mazargues et Camargue, Lasso, Picasso, Prévert et Chênevert, figues et garrigues. Mettez tout ensemble et bien mélangé, arrosez de la sauce ensoleillée, vous aurez la Provence, car aujourd'hui c'est le grand jour du grand dîner, et dans le cœur de la chaleur bleue, ma large maison d'opale, que vous n'aurez jamais. Naturellement, j'ai fait à l'envers des autres, et ce repas que je croyais donner pour un recommencement, un accord, une union, un avenir, une clarté, je l'ai donné pour la rupture, pour la peine, la séparation, le deuil, la mort. Je suis de ceux qui donnent des repas pour les déchirements. Viens, dit l'homme. Viens. Il parle à voix basse et il essaye d'entraîner Lily vers la tache blanche du dehors. Il la tire par la manche. Viens, dit l'homme. Viens. Je ne peux plus la supporter. C'en est trop. C'en est trop. Il hurle un coup avec sa voix d'homme, sa voix résonnante dans la maison vide, fraîche, neuve et sans porte. Et la mère Charlotte blanchit. Elle a peur. Après tout, une voix d'homme, c'est une voix d'homme. Le bruit de l'homme effraie la mère Charlotte. Sans même comprendre ce qu'il dit, elle pense « J'ai peut-être été trop loin ». Lui tire sa femme par le bras et il hurle « C'en est trop ». Il ne remettra plus les pieds chez elle. Elle peut garder sa villa de glace au soleil reflété sur la côte blanche ou quelques oliviers dispersés. « Tranquillisez-vous » crie l'homme. « Fini. Fini ». Il n'a jamais vu une femme aussi méchante, aussi mauvaise, et sa voix multipliée parvient du vestibule renouvellement carrelé. Sur le seuil, face aux blancheurs étalées, Lily pleure. Il entraîne sa femme sur la route chaude dans le soir sans ombre. Il crie « Il faudra choisir, elle ou moi ». C'est ma mère, pleure Lily, c'est ma mère. Naturellement, Lily, elle est ta mère, et c'est bien regrettable. Si tu veux la revoir, tu la reverras sans moi. Rupture, Lily. Ce soir, j'ai rompu avec ma belle-mère. Et il craque une allumette. Il allume une cigarette, le buste penché, les mains arrondies en ovant près de la bouche. C'est un homme. Et ce soir, il lutte. Ce soir, problème. Ce soir, tourment. Ce soir, larmes. Ce soir, cigarette. Lily pleure. Il n'aime pas voir pleurer Lily. Donc il se met en colère. Elle pleure. S'il s'agissait de le quitter lui, elle pleurerait moins. Il le sait bien, il le sait depuis longtemps, il a compris depuis longtemps. Il s'est tu, parce que les paroles n'ont jamais rien arrangé. Et ce ne sont pas ceux qui parlent le plus qui sont le plus intelligents. Il croyait avoir trouvé une famille, belle famille. Elle t'a bien reçu, pleure Lily. Elle t'a fait des asperges. Elle t'a bien reçu. C'est cela, crie la voix sourde de l'homme. Défends-la. Elle t'a fait du mal, tu me l'as dit. Elle a brisé ta vie une fois. Elle recommencera, crois-moi, car le mal qu'on fait une fois, on le recommence toujours. Souviens-toi, Lily. Tu ne sais pas ce que tu dis, crie Lily. Et elle se mouche. Défends-la, crie l'homme. Ne te gêne pas, retourne chez elle. Ne reste pas avec moi à contre-cœur. Tu es fou, dit Lily. Il parle avec ses phrases renversées, ses mots de travers, ses erreurs. Et il dit tranquillement, « Avec ta mère, il faut toujours s'engueuler. » Il le dit doucement dans la nuit bleutée. Il croit que s'engueuler est un mot très correct. C'est ainsi qu'on lui a appris le français. Ils ont rejoint la route bordée de platanes où, dans l'ombre légère, la masse de l'auberge isolée se lève au fond du paysage. Il laisse tomber ses mots tout au long de la route, dans cette nuit toute remplie du bruit des baisers de toutes les amours du monde. Mais l'heure n'est pas à la tendresse, l'heure est à la rupture. La clé tourne dans la serrure, la porte gémit,
les rampes s'allument, et dans le bruit des vaisselles sans joie et sans reflet, dans le bruit du repas du soir, séparation, rancœur, amertume, plainte, imprécation, regret, souvenir, espoir déçu, déboire. Ils ont diminué l'intensité du courant ce soir à la centrale électrique. Et la clarté qui se répand falote et jaune reporte sur les murs les gestes las de ceux qui se sont mariés. Les gestes des habits tombés, des robes relevées, des bretelles descendues, des couvertures rejetées, des dos tournés, des corps divisés. Nuit. Le verbe choisir. Et maintenant, crie Lily, il faut que je choisisse. Ils me disent tous les deux la même chose. Choisir quoi? Si tu l'aimais comme j'ai aimé Henri, tu saurais qui choisir. Choisir, crie Lily. Et pourquoi? Il me faut les deux, la mère et le mari. Je suis bien incapable de choisir. Pourquoi me demande-t-on de choisir? Je ne sais pas choisir. Je ne suis qu'une femme. Je ne vais pas abandonner mon mari. Je ne vais pas abandonner ma mère. Je ne veux pas leur faire ce chagrin. Le chagrin viendra bien tout seul, dit Marthe. Ce n'est pas la peine que tu t'en mêles. Et Lily avait bien tort de se torturer le cœur avec le verbe choisir. La vie s'est chargée de choisir. Ta vie qui décide, car tout le monde l'a su que la guerre était déclarée, une guerre nouveau modèle, modèle déposé. Tout le monde l'a su que quelqu'un avait inventé la déportation, une déportation nouvelle, modèle déposé, et des fils barbelés, modèle renouvelé, et des pendaisons, modèle maison, et des cimetières, modèle chiffre d'affaires, et dans le ciel de deuil où l'on avait passé l'azur au noir, peinture et fourniture, modèle médaillé sans bavure, un deuil nouveau, modèle sans concurrence, défiant toute récompense, sans amour, exsangue, tout le monde l'a su, une mort nouvelle, incomparable modèle, passé de mode, la vieille mort et sa faux et sa cape et ses yeux décharnés, car dans le monde nouveau, modèle pour tous, les hommes sont les squelettes et la mort, le rose aux pommettes et son large sourire de jeune fille et ses grands yeux rieurs, amoureux et brillants, car le vieux monde nous lasse. Et nous avons tout neuf un monde recommandé, breveté, signé, lu et approuvé. Tout le monde l'a su. Quand ils sont venus chercher l'homme de Lily, les policiers modèles, revus et corrigés, permis, laissés passer, tout le monde l'a su. C'est pourquoi Élise et Marthe, droites à la porte de l'hôtel, suivent des yeux la silhouette voûtée de l'homme de Lily que Lily accompagne à la gendarmerie. Sur son dos de bagnard pour demain, il porte ses godillots et une couverture de laine marron. Il était convoqué pour 9 heures, dit Marthe. Élise renifle. C'est tout de même triste, dit-elle. J'avais raison, dit Marthe, le choix est fait. Elle n'avait pas besoin de se casser la tête pour choisir. Le choix se fait tout seul. Le choix n'a pas besoin de nous. Il reviendra peut-être, dit Élise. Pourquoi reviendrait-il? Quels sont ceux qui restent? Quels sont ceux qui reviennent? Et il vaut mieux qu'ils ne reviennent pas. Et plus bas, crois-tu que Lily s'en plaindrait? La mère Charlotte, en tout cas, ne s'en plaindrait pas, répond Élise. Puis elles se retournent ensemble vers l'intérieur. L'homme là-bas a disparu en route vers la cité fantastique des villégiatures pour demain. Nouveau modèle, modèle universel. À moi de jouer, crie la mère Charlotte. Elle a toujours été peureuse. Je le savais qu'elle était peureuse. Quand elle était enfant, je lui avais donné une chambre pour elle seule, mais j'ai dû installer son divan dans ma propre chambre. Elle avait peur, je le savais, qu'elle était peureuse. Je connais ma fille, pas de mystère pour moi. On ne m'apprendra rien sur elle. Jusqu'à son âge de 15 ans, nous avons dormi dans la même chambre parce qu'elle était peureuse. À moi de jouer, dit la mère Charlotte, et personne ne m'empêchera de jouer quand mon tour arrive. Le berger viendra avec sa charrette pour le déménagement. Il a 30 ans. À 30 ans, un homme est fort. Il peut faire un déménagement. On prendra la mule, Léa sera là. Et les grelots de la mule. Bien sûr, je viendrai, dit la mère Charlotte. Nous irons, crient Marthe et Élise, du seuil de l'hôtel. Et Maurice donnera un coup de main pour les plus grosses pièces.
Elle a bien le droit d'emporter les meubles quand elle retourne chez sa mère. Ce serait absurde de les abandonner dans la maison isolée sur le bord de la route bordée de platanes. On sait comme s'abîment les meubles dans une maison déserte. L'œil mort des maisons désorientées sur les grandes routes bordées de platanes. Et tout ce qui court par les routes. En ce moment, plus que jamais. Le visage aventureux des automobilistes vainqueurs. À quoi peut-on s'attendre ? C'est pourquoi nous déambulons sur la route provençale bordée par les chaos pierreux des collines desséchées. Le Castellas qui de tout endroit nous domine, qui tourne, se retourne au hasard des méandres du chemin poussiéreux. J'emporterai pas tout, dit Lily. C'est tout de même la maison de mon mari qui est déportée. Il faut bien que mon mari, qui est déporté, quand il reviendra, retrouve un foyer. À Dachau. C'est à toi que je pense, Lily, et je pense Lily. Pas plus, un mot, et si simple ce mot, bien suffisant. Ton nom, fait exprès pour la femme d'un déporté. Lily, si court, si bref, reposant, qui remplace à lui seul la succession des pensées, des souvenirs et des espoirs. J'espère encore, à cause de Lily. La maison, le garage, la salle à manger, la route. Lily. Dans la brume d'un présent désespéré. Lily. Naturellement, dit Lily, il faut qu'il retrouve quelque chose. Il est revenu. La tête rasée, les rayures, les bras ballants, le teint blanchi par l'œdème. Le regard couleur de souffrance. Il est revenu. Les bras ballants parce qu'il n'avait rien à porter, naturellement. Son seul paquet, son paquet le plus lourd était la couleur de ses yeux. Il est revenu. Parce que les guerres commencent, mais elles finissent. Le verbe finir existe comme le verbe commencer pour les guerres et pour le reste. Ne nous lamentons pas quand elles commencent, car si elles commencent, c'est qu'elles finiront. Cette guerre, comme d'autres guerres, est finie. Et il est revenu. Avec son regard sans souvenir et les souvenirs écrits en travers de son corps comme une carte postale. Ce n'est pas la peine de lui demander ce qu'il a vu. Il n'en sait plus rien. Et s'il a vu quelque chose, il n'en dira rien. Bien assez d'avoir vu. Il est revenu. Et c'est tout. Parti, revenu, vers Lily, chez moi, avec Lily. Sur la route bordée de platanes, il revient chez lui. Est-ce qu'elle aimera la nouvelle couleur de mes yeux? Ma femme et ma maison, mon travail et mon pays, ma famille et mes amis. Il n'en reste que deux. L'une tricote à la table de fer du jardin, l'autre arrose des œillets plantés dans une caisse. Nous nous sommes déjà servis, disent-elles. Non, merci, notre petit repas est bien terminé. La maison est calme, dit le mari de Lily. Phrase malheureuse, ce qu'il ne fallait pas dire. Si la maison ne vous plaît pas, crie la mère Charlotte, vous pouvez partir, car il est revenu, il fallait bien qu'il revienne, il y en a tant d'autres qui ne sont pas revenus, tant d'autres qui sont restés, tant d'autres qu'on n'a jamais revus et dont la dernière image au fond du souvenir s'en va, mais lui est revenu. Tout allait si bien, nous étions heureuses, les affaires prospéraient, accord parfait, soleil immobilisé. Tout n'a qu'un temps, le voici revenu. Maintenant, tout va mal. Il faut que je le reçoive chez moi, je suis sa famille. Un malheur n'arrive jamais seul. Tout est désorganisé à cause d'un homme qui s'obstine à vivre, qui a refusé de mourir, alors que toutes les occasions de mourir lui étaient données. Il faut que je le reçoive, que je lui paie la nourriture. Les pensionnaires sont partis, les entrepreneurs réclament leur argent. Tout va mal, crie la mère Charlotte. Le roast-beef que vous avez mangé chez moi coûte 600 francs, dit-elle. C'est bon, dit l'homme, et il incline sa tête rase où les cheveux repoussent gris. C'est bon, dit-il, en fouillant son gousset. Voici les 600 francs. Je suis prêt à tout. Trop heureux d'être revenu. À table, chante Lily. La table est simple. Les repas de fête sont effacés. Quand je me mets à table, dit le mari de Lily, c'est pour manger. Ce n'est pas pour faire la fête. Tout en mastiquant une grosse bouchée de fromage et de pain,
Il se lève et fouille d'une main dans un sac abandonné sur une chaise. « Sans compter, crie la mère Charlotte, que ma fille est malheureuse maintenant. Elle ne devrait pas rester avec lui. Ce n'est pas une vie de rester avec un homme qui a fait les camps. Il est malade. Il crie la nuit. Ma fille a peur. Elle est peureuse. Elle aussi va devenir malade. La séparation devrait être permise dans ce cas. » L'homme a terminé de fouiller dans le sac sur la chaise. Il rapporte 2 petites poches qu'il vide d'un coup sur la table. Les bijoux libérés se répandent et brillent de leurs pierres, de leurs perles, de leur or, de leur platine, de leurs diamants. Habitués à l'ombre depuis tant d'années et soudain plus brillants, plus vivants, plus riches, plus somptueux d'avoir retrouvé sur la nappe blanche d'une vieille table rustique et le décor charmant du dehors par la fenêtre ouverte sur la douceur du temps, le jour qui multiplie leur fortune. Tous 3 sont penchés sans voix. La mère Charlotte essaie des bagues, des boucles d'oreilles, des pendentifs, des chaînettes, une rivière, feu d'artifice. On se déplace. Dans le miroir reflété, le trésor doublé se répète. On dégrafe les corsages, on remonte les manches, on rit, on fait danser les mains chargées, les doigts alourdis. On choisit, on trie, on décrète, on adopte, on envie, on jalouse. Finalement, quelqu'un dit à mi-voix « À qui sont-ils » ? La dernière parente est au Brésil, dit le mari de Lily. On se regarde. Alors, disent les femmes. Puisqu'elles ne sont pas revenues, dit le mari de Lily. Je suis revenu, mais elles ne sont pas revenues. Il y a ceux qui reviennent et celles qui ne reviennent pas. Puisque c'est cela, nous porterons les bijoux de celles qui ne sont pas revenues. Lily s'exclame. Que veux-tu que je fasse de ces bijoux ? Je n'ai jamais porté de bijoux. Je n'ai pas l'habitude. Je les abîmerai en travaillant, je les perdrai. Il faut de belles robes pour porter des bijoux. Nous les vendrons, dit Lily, car moi, je ne suis pas de celles qui portent les bijoux. J'ai une petite bague que j'ai trouvée dans une pochette surprise, mais je ne crains pas de l'abîmer. Avec l'argent, nous achèterons un manteau de fourrure, un tapis, un canapé, une auto, une salle de bain, un frigidaire, une machine à laver, des fauteuils, des draps de lit, nous en avons besoin, un service à thé en vieil argent, c'est si beau, une cocotte minute, une bouilloire, un grille-pain, une couverture chauffante, l'eau courante, l'éclairage indirect, un plat à hors d'œuvre, j'ai toujours désiré un plat à hors d'œuvre, 12 porte-couteaux, une table roulante. Puis Lily s'interrompt, le regard perdu sur le paysage noyé d'air clair qui s'étend devant la croisée ouverte. Où irons-nous les vendre ? Avignon ? Nîmes ? Marseille ? Marseille, de préférence. Cependant, la mère Charlotte balance à l'extrémité de son doigt un lourd et large anneau d'or rouge rehaussé d'un brillant qui n'est pas très gros et dont la matité surprenante est ce luxe d'humilité que seuls peuvent se permettre les très grands de ce monde. Puis elle commence d'une voix morne à débiter ce qu'elle mûrissait secrètement, tandis que Lily échafaudait ses rêves de fortune. « Je vous ai envoyé des paquets, dit la mère Charlotte, balançant le vieil anneau à son doigt. Je vous ai envoyé des paquets. Je ne voulais pas laisser Lily dans l'embarras. J'en ai fait pour vous pendant que vous étiez là-bas tout ce que j'ai tenté pour vous libérer. Tout ce que j'ai envoyé, tout ce qui coûte de l'argent, j'ai envoyé pour 1000, j'ai envoyé pour 10 000, j'ai envoyé pour 30 000, j'ai envoyé pour 40 000, j'ai envoyé pour 50 000, pour 100 000. N'est-ce pas, Lily ? Certainement, répond Lily, qui semble ne pas avoir entendu. Le regard distrait par un ruissellement d'air cristallin sur les arbres du jardin. Et son mari regarde aussi, un instant, la lumière accrochée au feuillage. Puis des larmes qui montent à ses yeux brouillent le paysage. Des larmes qui ne coulent pas. Des larmes levées et sitôt refoulées. Il ne va pas pleurer, maintenant, n'est-ce pas ? Il en a tant vu. Il en a vu d'autres. Tant d'autres, et de sa voix qui revient de loin, toujours incertaine et brisée à cause du mauvais accent, il dit « Gardez donc cet anneau, maman,
ainsi nous serons quittes.